Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu veux nous raconter une histoire, envoie ta demande et tu vas monter. Et quand tu montes, s'il te plaît, il faut être bref, on ne cite pas les noms des gens. Ce qu'on veut, c'est l'histoire. Les noms des bars, les noms des snacks, les noms des hôtels, des restaurants, non, on ne mentionne pas. Voilà, donc on va commencer. Merci beaucoup pour ceux qui sont patients et les impatients. Il y a des gens qui sont vraiment impatients. C'est comme ça que la mort prend des gens qui sont impatients rapidement. Quand tu es trop impatient, là, la mort te prend vite. C'est-à-dire que tu meurs comme... tu meurs vite. Donc, on va commencer. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir DMG. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? Oui, merci, ça va. Bonsoir la famille DM, partagez le direct, tapotez l'écran et puis envoyez les cadeaux. Ok, Merci. je vais raconter l'histoire. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, quand j'étais en l'école primaire, chez mes parents. Voilà, quand j'étais au primaire, j'aimais pas du tout étudier, j'aimais pas l'école du tout. Jusqu'à présent, c'est pareil. Donc, je sortais beaucoup avec mes copines. Les week-ends, on partait jouer au dehors. Donc, on a des grandes sœurs là, elles aimaient tellement aller dans les soirées, dans les danses et autres. Et puis, il y a une dedans qui était vraiment, on l'appelait notre vieille mère. Donc, elle aimait tellement, elle prenait beaucoup notre défense. Maintenant, un soir, elle rentrait à la maison. Et puis, juste à côté de notre école primaire, il y avait tellement d'arbres là-bas. Donc, elle a ramassé un bébé. Donc, pour elle, elle pensait que c'était un bébé. Or, ce n'était pas un bébé, c'était genre les pygmées. On l'appelle les pygmées. C'est-à-dire, c'est des petits génies avec des longs cheveux et autres. Donc, quand elle a pris le bébé, elle est venue avec le bébé au terrain. Donc, nous étions là-bas, tout et tout, et autres. Et puis, on a vu, elle a appelé tout le monde. Ah, il a ramassé un bébé juste à côté de l'école primaire. En même temps, quand les gens sont venus, on l'a entouré, puisque les génies, les pygmées dont on appelle là, ils n'aiment pas la lumière. Donc, le bébé a commencé à parler pour dire où tu m'as pris en malinqué. Et quand tu as eu ça veut dire que où tu m'as pris, va me déposer là-bas. Donc, elle a laissé tomber le bébé et nous tous, on a commencé à courir de gauche à droite. Quand je pense à cette histoire, il y a tellement de frissons. On a commencé à courir. Le lendemain, la fille est tombée malade. Donc, elle était obligée, les parents l'ont pris pour aller voir les guérisseurs, tout et tout. Ils l'ont lavé, tout et tout et autres. Mais le bébé n'était plus à la place publique. Le bébé a disparu, puisque c'était un génie, avec les longs cheveux. Voilà, c'était tout. Quand je pense à cette histoire, il y a tellement de frissons. Voilà. C'est pas une longue histoire, mais c'était tout. Et pourquoi tu précises avec des longs cheveux? C'est comment? Tu veux me viser ou c'est comment? Non, c'est pas ça. D'accord. Merci, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire, Mouna. Ok, de rien. Merci. Allô, bonsoir, grand Bonsoir, DMG. Sa Majesté. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Voilà mon histoire. Je suis maman aujourd'hui. Je vais vous raconter un peu l'histoire de mon fils. J'ai passé vraiment, j'ai vraiment traversé une situation qui m'a vraiment fait perdre espoir en moi et aussi en Dieu. Mais bon, heureusement que j'avais le soutien de mon homme, mon chéri, parce qu'il n'y avait que lui. J'avais personne, il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas de maman, ni de père, ni d'amis, il n'y avait que mon chéri. Parce que c'est avec lui que j'ai traversé cette situation-là. Le 21 janvier 2021, je mets au monde un petit garçon, un beau petit garçon. Le bébé, il est bien né, il allait bien, en bonne santé. J'ai fait 2 jours hospitalisés. Le 3e jour, je suis sortie avec l'enfant, tout allait bien. C'est comme ça que, bon, comme le veut la tradition, chez nous les Africains, quand tu accouches, ce sont les parents qui viennent te faire de l'eau chaude. Donc, soit ta maman, ta grand-mère ou ta tante. Bon, moi, malheureusement, j'avais personne.
Mais bon, ma mère était là, mais déjà on avait des problèmes, on ne s'entendait pas, on avait des sérieux problèmes pour s'entendre, donc c'était tout un problème pour la voir. Mais bon, elle a quand même fait 1 mois après mon accouchement parce que le premier mois, c'est mon chéri qui me faisait de l'eau chaude. Donc, 1 mois après mon accouchement, elle décide de venir me chercher à la maison, comme quoi j'ai accouché. C'est pas normal que je mette au monde son premier petit-fils et que je sois loin d'elle, malgré les tensions qu'il y a entre elle et moi. C'est pas bien. Comment son beau-fils la verra si on se comporte comme ça? Et je tiens à préciser que mon mari n'est pas gabonais, il est camerounais, nigérien, il est anglophone. Donc, du Cameroun et nigérien. Donc, voilà, c'est un peu ça. Quand j'arrive chez ma mère, il y avait tellement de tensions entre elle et son mari. Ça n'allait pas dans le foyer de ma mère. C'était fort. Les discussions tous les soirs. Bagarre tous les soirs. Les discussions tous les soirs. Cette ambiance-là, c'est nous qui subissons. Nous, les enfants, c'est sur nous que ça retombait. Donc, quand elle finit de se chamailler avec son mari, soit c'est mon chéri quand il vient voir l'enfant qui prend les injures, soit c'est moi qui prends les injures. Donc, on était arrivé à un point où, à cause des disputes qu'elle avait avec son mari, on en venait même à s'attraper. Elle me portait main bien, hormis le fait que je venais à peine d'accoucher. Donc, quand elle est énervée, quand ça ne va pas avec son homme, elle vient, elle me balance en plein visage, que c'est à cause des enfants comme vous, que mon foyer ne marche pas, c'est à cause de vous, qu'aujourd'hui mon mari ne me voit pas comme il faut, beaucoup de choses. Je dis, mais moi, j'étais chez moi, tu es venu me chercher pour que je vienne rester avec toi, pour que je puisse faire de l'eau chaude chez toi. Bon, maintenant, en quoi je suis l'auteur des problèmes qu'il y a entre toi et ton mari? On est resté là, comme ça, cette ambiance-là était tellement morose, je décide donc de faire venir ma grand-mère. Donc ma grand-mère vient me trouver chez elle. Donc ma grand-mère arrive, c'est un moment, 2 jours avant l'arrivée de la grand-mère, on a organisé une petite réunion, on s'est assis et tout, on a discuté, on a mis les choses à plat, on va arrêter de se disputer, c'est pas normal, il y a un nouveau-né dans la maison, tu es premièrement grand-mère, ta première fille te donne ton premier petit-fils, est-ce que c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est la bénédiction, non seulement en plus d'être ton premier enfant, elle fait votre premier petit-fils et il est aussi l'arrière-premier petit-fils. Donc, de tous les enfants de la famille, je suis la première petite fille. Mon enfant est l'arrière-premier petit-fils. Je suis la première fille aussi, de l'aîné des enfants. Donc, ma grand-mère arrive. Quand ma grand-mère arrive et tout, on est là. Les discussions reprennent. Et là, ça prend maintenant une tournure, mais grave. C'est-à-dire qu'on arrive à un stade où on se dispute. Ma mère me met dehors en pleine nuit parce qu'elle se chamaille avec son mari. Il y a eu une incompréhension. Ils ne se sont pas entendus. Donc, elle se lève. Elle me dit que voilà, à cause de vous, je ne peux pas vivre bien dans ma maison. Si tu n'es pas d'accord, tu sors de chez moi. Mon bébé avait à peine 2 ou 3 mois. Vous imaginez, en plein confinement, je prends mon enfant au milieu de la nuit. Je sors, il n'y a plus de taxis. Je marche une distance. Je marche peut-être au moins 2 heures de temps avant d'arriver chez mon mari. Quand je traverse des carrefours où il y a des militaires, ils sont même dépassés de me voir sortir. Et tout ça pendant au moins toute la période que j'ai fait chez elle. À chaque fois, les militaires même avaient déjà remarqué que, mais ma fille, toi, c'est quoi? Quand on termine de se chamailler comme ça, 2 jours après, elle vient encore me soulever chez mon nom. Mon nom, je m'excuse pour ce qui s'est passé. Tu es ma fille. Laisse le problème là comme ça. Je suis ta mère. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, on retourne. On part. Un autre jour encore, on va encore me voir passer. 2 heures du matin, minuit, 5 heures, je suis là avec l'enfant, en train de marcher parce que ma mère m'a encore demandé de foutre le camp
parce qu'elle a des problèmes avec son mari. Entre-temps, ma grand-mère est là, elle ne dit rien, elle parle à peine. Tout ça, ça se passe dans sa maison. C'est comme ça que quand je décide maintenant de rentrer définitivement chez moi, je commence à faire des songes bizarres. Dans mes songes, la première fois que je fais un songe, je suis dehors avec mon enfant, grand DMJ. J'ai le bébé dans les mains. Je vois, tout d'un coup, je marchais en fait. Je prenais de l'air avec le petit. Je cherchais à le faire dormir. Donc, dans le songe, une puissance vient m'arracher les mains de l'enfant, vient m'arracher l'enfant des mains. Donc, l'enfant se retrouve projeté vers le ciel. Je tends mes mains maintenant en haut, je cherche à rattraper l'enfant, que mon Dieu, vous m'amenez mon enfant, mon Dieu, vous m'amenez mon enfant. Après l'enfant, il atterrit là-bas comme si c'était une météorite, comme quelque chose qu'on a lancé. Quand je veux rattraper l'enfant comme ça, l'enfant atterrit au sol. Mon enfant atterrit au sol devant moi dans les rêves, bien éclaté. Je dis, Seigneur Jésus, je me réveille en sursaut. Je réveille mon ami. Je dis que voilà le genre de rêve que j'ai fait. On se met dans la prière, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. La deuxième fois, je suis en train de dormir, je ne rêvais même pas. Je vois une dame, une maman. Je n'ai pas vu son visage, elle était debout. En fait, quand je m'allonge, c'est comme si on m'a ligoté. Je n'arrive plus à bouger. Les pieds, les mains, la bouche, je n'ouvre pas. Mais je vois mon enfant, il est allongé sur le côté, les yeux sont ouverts. Mais je sens qu'il est en train de regarder quelque part, mais c'est comme le regard en fait qu'il lance. On a l'impression, tu sens que ton enfant est en train de voir quelque chose que toi tu ne vois pas. Et j'étais complètement paralysée. Je n'arrivais même pas à bouger pour retourner ne serait-ce que la tête de l'enfant. Après maintenant, quand j'essaie de me retourner maintenant, je vois une dame qui est debout au bout de mes pieds. Elle est de face avec la tête baissée. Je ne vois pas la dame. Mais le frisson qui m'a parcouru le corps, la chair de poule, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à prier, invoquer le feu du Saint-Esprit au fond du cœur. Le feu du Saint-Esprit. Éternel, mon Dieu, mon roi, tu m'as donné les armes. Oui, c'est qui? Tu m'as donné les armes. Attends, s'il te plaît. Tu m'as donné les armes, tu m'as donné les armes, tu m'as donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les ennemis. Je fais ma prière, grand DMJ. Je fais ma prière. Je prie, je prie, je prie, je prie. Après, je me réveille. C'est comme ça que quelques semaines après, on déménage. Tout va bien. Mon enfant va bien, aucun problème. On est là un samedi, on a passé la journée, la nouvelle maison où on a déménagé, on a aménagé et tout. On a passé la journée, le week-end, tout était bien, c'était nickel. Lundi matin, je me réveille. L'enfant s'étouffe. L'enfant s'étouffe. L'enfant a quel problème? Je l'emmène à l'hôpital. On me dit non. Il faut aller voir le pédiatre. Ça peut être, comment on appelle, la poussée dentaire et tout. Généralement, on prescrit des efferalgans et puis on prescrit un sirop, un gel pour masser la gencive de l'enfant et tout ça. Donc, je prends tout ça, j'emmène à la maison. J'ai passé une journée agréable avec mon fils. C'est comme ça que, à un moment donné, je débarque chez ma mère. Je rentre à bord à la maison. Je dis, mais l'enfant là, on est parti à la maison. Depuis hier à 3h du matin, quand on est parti de chez ma mère, l'enfant n'est pas bien. L'enfant faisait maintenant un son comme celui-là. Grand DMG, l'enfant m'a fait ça toute la nuit, jusqu'à 5h du matin. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que mon enfant a? Il respire bien. Il a des petites fièvres. Je donne l'enfant l'eau. L'enfant boit de l'eau à peine. Comme quelqu'un qui est essoufflé. Quand il prend il
il tête à peine. On dirait quelqu'un qui est essoufflé. À chaque fois qu'il retire la bouche, il est essoufflé. En fait, il a même du mal. Il ne respirait plus par la bouche. L'air ne sortait plus par ses narines, autant pour moi. Il ne respirait plus par les narines. Donc, l'air passait maintenant que par la bouche. Je dis, mais moi, je n'étais même pas au courant. Entre-temps, dans l'ignorance, je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est quand on emmène maintenant à l'hôpital d'Ardar qu'on me fait comprendre que non, votre enfant, ben, là, il fait une fièvre et puis il a un problème respiratoire et tout. L'air ne passe plus par les narines. Il va falloir qu'on le garde ici. Il faut qu'on lui mette sous oxygène. J'ai dit que mais ça, c'est quelle histoire? Mon enfant était bien toute la journée. On a passé une agréable journée. Qu'est-ce qui se passe? J'ai commencé à prier. Prier. L'enfant fait un enfant de 6 mois avec plus de 9 kg 300. En une soirée, l'enfant a perdu plus de 4 à 5 kilos. On est à l'hôpital, j'appelle ma mère, je dis qu'il faut venir me trouver, ça ne va pas. Depuis que je suis à l'hôpital, l'enfant est là, on me dit que la fièvre va baisser, ça va. Restez, madame, restez tranquille, votre enfant va bien, ça va aller. Le premier diagnostic que les médecins me rapportent, il a un problème au niveau de la poitrine et tout, il s'étouffe, beaucoup de choses. Je dis, mais il s'étouffe comment? Je nettoie ses narines avec les baby soins. Il est tout le temps couvert. Même quand il y a le soleil, il porte des chaussettes. Comment ça, il s'étouffe? Donc, c'est comme ça que la dame, une autre dame arrive, un autre médecin arrive. Elle va voir ma mère sur le côté. Elle va dire à ma mère, non, votre enfant a perdu beaucoup de sang. Là, maintenant, il faut qu'on fasse une transfusion parce que ici, à l'hôpital où nous sommes, nous n'avons plus de groupe sanguin, son groupe sanguin B, nous n'avons plus de groupe sanguin B+. Il va falloir aller acheter des poches de sang et venir pour la transfusion. Il est quelle heure? Le temps de faire la transfusion. Quand le médecin m'emmène dans son bureau pour aller faire maintenant le document pour me permettre d'acheter, qui va me permettre d'acheter les poches de sang, le gars fait erreur. Je ne sais pas quelle rature il a fait sur le document. Je ne sais pas si c'était une façon de m'embrouiller ou de me faire perdre mon temps. Le gars fait une rature pas possible sur le document. Il me fait comprendre que non, ma chérie, excuse-moi, madame, patientez. Là, j'ai fait une rature sur ce document. Il va falloir qu'on prenne un autre document là-bas pour remplir. Donc, avec la colère, je sors. Quand je sors, je suis en train de me libérer, de me diriger vers la salle où mon enfant se trouvait. Mon enfant était maintenant en réa. Ils l'ont donc emmené en réa avec ma maman. Quand je passe devant la salle de réanimation, je vois au moins une affaire de 6 ou 7 médecins sur mon bébé. Ils ont fermé la porte, mais ils ne l'ont pas bien fermée, donc elle était entrouverte. Je voyais tout ce qu'ils étaient en train de faire à mon enfant. Sur un bébé de 6 mois, regarde tout ce monde-là. On lui met les bâtons dans la bouche pour faire sortir quoi, je ne sais pas. Ils ne font qu'appuyer à gauche, appuyer à droite. Je vois mon enfant à la dernière minute qui me lance un regard silencieux. Quand je suis tombée là, sur place, j'ai commencé à pleurer. Pleurer comme une malade. Oh yo, qu'est-ce qui s'est passé? Oh yo, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà maintenant l'histoire. Donc, le séjour que moi je fais chez ma mère, puisque j'avais l'ombril de l'enfant, quand on le coupe là, on a toujours l'embryon que la maman garde. Donc, moi, j'ai gardé l'embryon de l'enfant. J'ai gardé cet embryon avec moi, mais je l'avais oublié chez ma maman. Donc, c'est par là que ça commence. Je ne sais pas comment ma grand-mère a trouvé ça et vraiment d'elle, je ne pouvais même pas imaginer en fait. J'étais vraiment loin d'imaginer que
Ma grand-mère pouvait être à l'origine des problèmes que je devais avoir ou bien de tout ce qui n'allait pas en fait. Je perds mon enfant, je suis triste. Je décide de rester dans mon coin, mais ça ne va pas. La première nuit, je vois mon enfant, on me montre mon enfant en songe. Mon enfant est derrière une maison, il est assis, en train de manger une vieille babouche. Il est tenu par des mains contre le sol, donc à même le sol, il n'arrive même pas à bouger. Il n'arrive même pas à bouger. Je suis en train de pleurer. Mon enfant est entre les bananiers. Il est à terre en train de manger une vieille babouche. Je cherche à attraper l'enfant pour le soulever comme ça. Mais l'enfant est tenu par des bras. Il n'arrive pas à bouger. L'enfant est seulement en train de pleurer. Je dis que mon Dieu, c'est quoi que tu me montres comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon enfant est où? Je te jure, grand DMG, je ne dors pas. Quand je ferme les yeux comme ça, j'entends seulement les voix de l'enfant, comment il est en train de pleurer. Il pleure, il pleure, il pleure. Je pouvais devenir folle. J'angoissais maintenant. Je suis rentrée aussitôt dans une dépression. C'était ma première grossesse. C'est la première fois que je devenais maman. Donc, déjà, j'avais personne avec moi à part son père. Donc, si lui n'était pas là, je ne sais pas comment j'aurais fait. C'est comme ça qu'on prend. Un matin, on décide d'aller voir un prophète. Il m'emmène voir il va voir mon chéri va voir un de ses frères. Mon chéri va voir un de ses frères qui est prophète, qui va l'expliquer un peu ce qui s'est passé avec l'enfant. C'est comme ça que le prophète va lui dire que, mon fils, tout ce qui se passe chez toi là, tu n'es pour rien. Mais ta chérie là, la famille là où elle est là, c'est compliqué. Je ne peux pas rentrer dans les détails, il n'y a que elle-même qui pourra te dire. Si vous priez sincèrement, vous-même vous verrez. L'enfant là, c'est comme on dit chez nous les Africains, c'est la tontine. Il fallait un sacrifice. Chez nous, on a tous des hôtels. Dans toutes les familles africaines, on a les hôtels. On a les hôtels de réclamation. Là où, au moins tous les 2 ans, tous les 3 ans, il faut participer, il faut donner un enfant, il faut donner une sœur, il faut faire... En tout cas, il y a toujours du sang qui coule. Et que tout était de mon côté et que le problème venait de chez moi. Lui, le problème ne vient pas de chez lui, le problème vient de chez moi. Donc, quand il arrive à la maison, il m'explique. Il explique comment, ce qu'on lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que j'arrête de penser et tout. Parce que si je continue à pleurer, l'enfant ne pourra pas aller en paix, il ne va pas se reposer, beaucoup de choses. Mais entre-temps, je ne dormais pas. Malgré ce qu'il est venu me dire, je n'étais pas tranquille. Je ne dormais pas parce que je voyais mon enfant. Toutes les nuits, je voyais mon enfant. Toutes les nuits, je dis bien, je voyais mon enfant. J'étais devenue folle. J'étais devenue folle. Même dans mon business comme ça, quand je suis assise, à un moment donné, même devant les clients, je ne sers plus. Je ne sers plus la nourriture, je commence à parler seule. Je voyais mon enfant partout. C'est comme ça qu'un jour, j'ai dit non, trop c'est trop. Je prie un Dieu vivant ou bien quoi, je ne vois rien, c'est pas clair. Je n'ai jamais mis mes pieds chez les Nganga. Je n'ai jamais mis mes pieds chez les marabouts. Mais il y a une maman béninoise chez qui une de mes cousines va m'emmener, qui consulte. Elle me dit non, man, tu ne peux pas rester, ton enfant est parti, tu n'es pas tranquille, il faut qu'on aille voir ça, c'est pas clair. Toutes les conditions dans lesquelles tu vois l'enfant là, ça veut dire que l'enfant là n'est pas parti simplement. Parce que si Dieu avait décidé d'appeler cet enfant là, tu ne devais pas le voir dans des conditions bizarres quand tu le rêves. C'est pas normal, donc on y va. C'est comme ça que le matin, je vais avec elle. On arrive, on va voir la dame. On arrive, la dame a demandé des cigarettes, elle a demandé les jus, le Fanta, des trucs comme ça, plein de petits trucs là. Je me suis assise, j'ai commencé à raconter un peu l'histoire, tout ce qui s'est passé et tout. Elle a fait la consultation. Quand elle me fait la consultation, elle me dit, ma fille, tu crois en Dieu? Je dis, maman, il n'y a que lui. S'il n'y avait pas cet homme-là, cet être-là,
cette divinité-là, je ne sais pas si je suis encore en vie. Il n'y a que lui. Elle me dit, ok, si tu crois réellement en Dieu, il va te montrer ce qui s'est passé. S'il ne te montre pas ce qui s'est passé, tu verras les gens qui ont participé, les gens qui ont pris ton enfant, viendront vers toi. Tu les verras toi-même. Je dis que, mais comment ça, maman? Moi, je ne suis pas initiée. Moi, mon initiation, c'est la prière. Je ne suis pas initiée. Je ne vois rien. Depuis que mon enfant est parti, je pleure. Nuit et jour, je ne mange pas. Elle m'a dit, non, ma fille, tu vas voir. Elle a parlé avec les jumeaux. Elle a fait comment. Elle m'a demandé de rentrer à la maison. Elle m'a dit, pars, tu fais ta prière. Si réellement, tu veux voir ce qui s'est passé avec ton enfant, tu vas voir. Grande, c'est comme ça que je rentre à la maison. Je rentre à la maison ce jour-là, il est dans les 15 heures. 15 heures de l'après-midi, ouais, il est 15 heures. Avec la fatigue, j'arrive à la maison, je ne me suis même pas lavée, il n'y a pas l'appétit. Je suis directement allée me jeter sur le lit. Quand je me jette sur le lit, je ne dors pas aussitôt. Je suis là allongée. S'il te plaît, l'histoire va encore durer longtemps ou bien c'est presque la fin? Non, j'ai terminé, j'ai pratiquement terminé. Quand je m'allonge sur le lit, ok, merci. à peine j'ai fermé les yeux, je vois ma grand-mère. Je vois sa grande sœur et leur neveu qui fait mon oncle. Ma grand-mère, la mère de ma mère, je lui vois avec mon enfant. Mon enfant qui est inerte dans ses bras. On dirait un gibier, on dirait comme quand tu attrapes le sac de riz, les petits sacs de riz de 10 kilos. Mon enfant est comme ça, dans ses mains, inerte. Elle est debout avec mon enfant, sa sœur et leur neveu. Je me réveille en sursaut, je dis que mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me montres comme ça? Je referme les yeux, je suis allongée. Je vois tout ce qui s'est passé. Ma grand-mère a pris l'embryon. L'embryon qu'on coupe là, qui tombe là, sur l'embryon de l'enfant quand ça tombe là. Elle a pris ça. Elle a retiré ça de l'endroit où j'avais caché ça dans la valise de l'enfant. Elle a attaché ça dans son pagne, comme on fait au village, comme nos mamans font au village, là, qu'elles attachent l'argent dans le pagne. Elle a attaché ça dans un petit bout de pagne comme ça. Elle a gardé ça sur elle. Je ne sais pas ce qu'elle a parlé dans ce embryon-là, mais elle a parlé, elle a dit des trucs, elle a parlé. Après, elle a attaché ce embryon, elle a mis ça dans le pagne. Tout ça, je suis en train de voir ça comme si j'étais en train de rêver, comment ça défile dans mes yeux. Je me réveille là-bas en sursaut. Je dis que, oh Jésus-Christ, est-ce que ce que je vois là, ce que je suis en train de voir, c'est réellement vrai? Père, ce que tu es en train de me montrer, c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Donc, pendant qu'il y avait ces problèmes-là chez ma mère, le feu, c'était juste la distraction. Quand elle est arrivée chez nous, c'était ça son objectif. Parce que quand elle arrive chez nous, elle était sérieusement malade. Elle sortait d'un AVC. Mais après toute la période même que mon fils était encore en vie, elle était toujours malade. Mais après le décès de l'enfant, la dame est en forme. Un mois après, quelqu'un qui ne marchait presque plus, elle arrive à se lever, aller faire ses besoins toute seule. Je dis que donc c'était mon enfant qui était là, comme ça. C'est mon enfant qui allait payer sa dette. Soit c'est elle-même qui était censée partir. Elle a pris mon enfant pour échanger contre sa vie, sa santé. J'ai eu mal. J'ai eu mal. Grande DMG, j'ai eu mal. J'ai appris depuis que même dans notre famille, dans nos familles, même nos parents, même nos propres parents, même ceux-là même qui nous ont mis au monde,
Parce que jusqu'à aujourd'hui, je vous assure que moi, ma mère, elle refuse d'accepter. Quand je lui parle de ça, quand je lui dis que voilà ce que ta mère fait, quand je lui dis que moi, je ne dors pas, je suis persécutée dans ma vie, même avec mon chéri, ça ne va pas. Même lui, elle va jusqu'à aller se révéler à mon chéri, persécuter l'enfant d'autrui, jusqu'à. Ma mère refuse d'accepter ça, elle ne croit pas, elle dit non. Tu sais que le sorcier prend l'apparence des gens et tout. Je dis, mais le sorcier prend l'apparence des gens, comment le sorcier va seulement prendre l'apparence d'une seule personne à chaque fois? Bon, c'est un peu tout ce que j'avais à raconter et puis dire aux frères et aux sœurs qu'il faut prier, ne pas vraiment faire attention à son enfant. Même les histoires de oh non, j'ai accouché, ma grand-mère va masser mon enfant là, tout ça là, c'est des trucs qu'il faut arrêter parce que aujourd'hui, les gens sont tellement méchants. Même ta propre mère te gaspille ton enfant. Oh. Merci beaucoup pour l'histoire et toutes mes condoléances. Merci. Au revoir. Bonsoir, en partie. Comment allez-vous? Très bien, merci. D'accord. Moi, mon histoire, elle est assez courte, mais j'aimerais en fait sensibiliser sur mes frères et mes sœurs aussi certainement sur quoi, la profondeur en fait de l'acte sexuel. Alors que bon, je suis au Gabon, donc un soir comme ça, en fait, je rentrais des cours et j'avais pas de quoi manger à la maison, donc j'ai pris quelque chose dans mon portefeuille. Je suis monté pour aller chez le Nike, comme on dit communément chez nous. Donc, je suis monté en montant. J'arrive et je passe ma commande. Alors que je passe ma commande, il y a genre une femme qui arrive comme ça et elle me salue. Bonsoir, je dis bonsoir, comment vas-tu? Ça va, merci. Je dis ok, d'accord. Pour moi, la conversation s'arrête là et donc je continue à attendre en fait mon repas. Du coup, elle va se mettre à me poser des questions, genre, c'est comment tu viens acheter la nourriture dehors, c'est quoi, tu n'as pas de femme chez toi? Je dis, bien sûr que j'ai une femme chez moi, mais voilà, on ne vit pas ensemble. Voilà, on n'est pas ensemble, mais j'ai quelqu'un avec moi. Elle pousse le bouchon loin, mais pourquoi elle n'a pas préparé? Je dis, comme je te dis, on ne vit pas ensemble, donc elle ne peut pas préparer. Pour le moment, on est chacun chez soi et tout, on est encore vraiment assez jeune. Donc après, elle va se proposer en fait de me faire à manger. Mais bon, je suis réticent, sur le coup, je suis réticent. Après, je sens que non, laisse, ça va aller, je vais aller manger ce que j'ai sur moi, ce que j'ai acheté. Voilà, je vais dormir comme ça. Mais elle insiste. Donc, du fait qu'elle insiste, voilà, je dis ok, d'accord, il n'y a pas de souci, donc allons. Et voilà, tu viens chez moi, tu vas préparer chez moi. Après, dès que tu termines, tu vas rentrer et tout. Elle me dit non, je ne veux pas préparer chez toi, mais je veux en fait, je vais t'inviter chez moi pour venir pour manger. Mais chez toi, comment quoi? Tu vis seul, machin? Elle me dit oui, je vis seul. Mes parents sont en déplacement, donc si tu me permets, je t'invite chez moi, je vais préparer, tu vas manger. Je dis ok, d'accord. Et on se rend chez elle et tout, on arrive, elle fait à manger, machin, et on mange. Donc dès qu'on termine, je me dis que bon, je vais rentrer, je vais chez moi. Merci pour le repas, bonne soirée. Elle m'arrête, non, tu ne peux pas partir, allons, on va prendre un pot. Un pot, non, je dois me reposer, demain j'ai cours parce que je devais me lever à 4 heures, vu la distance entre la maison et la rue, je devais me lever à 4 heures pour pouvoir prendre le taxi parce que l'école était vraiment, je veux dire, à 1h30 de route. Donc, elle me dit non, allons, on va boire. Je dis non, j'ai pas envie. Elle force encore. Je dis ok, d'accord, allons-y. Elle m'emmène et la fille, genre, elle me met bien, quoi. Genre, elle me donne le vin, me donne le vin, me donne le vin.
J'étais un gourmand, en fait, j'aimais le vin. Donc, je bois, mais sans relâche. Et puis, genre, on est parti, je sais, il était 21h, là-bas. Euh, on se retrouve à boire, il est déjà 2h. Donc, après, je me dis, bon, je dois rentrer parce que je vais au cours. La petite me dit, non, ne pars pas, reste avec moi. Je dis, je ne peux pas rester avec toi. Je te dis que je pars au cours à 4h. Elle me dit, reste. Là encore, je lui concède cela et je reste avec elle. Donc, après, il va se passer ce qui s'est passé. On a, voilà, jambes en l'air et tout, genre, durant la nuit. Et je me lève le matin, je pars. Genre, après, vraiment, c'était genre ni vu ni connu. C'était juste bonjour, ça va, oui, on passe. Chacun passe sa route. C'était comme ça. Donc, après, euh, il s'est écoulé, je veux dire, combien de temps? Un mois. Mais après les un mois, là, en fait, je sais pas si la fille en question m'avait transmis, je sais pas si ce qu'on appelle le mot pili chez nous, pour dire la malchance, mais j'ai peut-être fait genre 5 mois. 5 mois pour trouver l'argent, mais je ne sais pas. En fait, j'avais l'impression que j'étais devenu, après être allé avec elle, j'étais comme devenu sale. Je n'arrivais plus à trouver quoi que ce soit. Même 500, avoir 500 là, sur le coup, c'était vraiment, en fait, c'était tout un problème. Donc, je raconte cette histoire pour sensibiliser mes frères et mes sœurs, pour leur dire que l'acte sexuel n'est pas comme on le voit seulement. C'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de mystique. Et quand tu t'en vas avec la mauvaise personne, tu vas, voilà, il se peut que tu prennes ces malchances, que tu prennes en fait tout ce qui est sur elle et que tu écopes, donc que tu vives sa misère, que tu vives ses difficultés. C'était le message que j'avais à passer. Merci beaucoup pour l'histoire. Je t'en prie. Et toi, tu suis une fille que tu ne connais pas, tu passes, quand tu manges chez elle, quand vous buvez, c'est ce que tu... Mais toi, tu es comment, non? C'était Longori, non? C'était le... Longori. C'est-à-dire? La gratuité, c'était facile. C'était pas la nourriture, maman. La petite nourriture, elle devait rentrer. Dès qu'elle a parlé du vin, il fallait pas. Comment le vin? Ok. Merci pour l'histoire. Allô? En fait, Voilà. je vais... C'est une histoire que j'ai vécue. J'étais petite. Je suis au Congo-Brazzaville. Je suis dans une région où on est au bord de la mer, donc l'océan Atlantique. Je sais qu'il y a certains d'entre ceux qui me suivent, ils pourront identifier cette région. Et cette région est réputée par sa tradition. Là-bas, chez nous, les sirènes, les génies, les enceintes, c'est normal. C'est tout à fait normal. Normal, quoi. C'est pas quelque chose dont on a peur ou ça peut te dire. En tout cas, c'est normal chez nous. C'est normal. Et là où j'ai grandi, il y avait, bon, il y a toujours cette rivière, mais sauf qu'elle a un peu tari. On appelle Chinouka. Donc, Chinouka, on avait l'habitude d'aller jouer là-bas à Chinouka quand on était enfant. On partait faire les maillotos, c'est-à-dire on faisait, on jouait à papa et maman et tout, vraiment, entre les enfants du quartier, c'était bien. Et le soir, très souvent, autour du feu, parce que j'ai grandi avec ma grand-mère et sa mère, il y avait des histoires qui se racontaient autour de cette rivière, qu'il y avait une sirène qui était là, mais qui apparaissait sous forme de boa et tout. Et un jour, comme d'habitude, après l'école, parce que à cette époque-là, je fréquentais le matin et je finissais à midi 30. Et l'après-midi, je suis allée jouer comme tous les enfants du quartier. Et quand je suis arrivée, les autres se sont un peu éloignés et moi, j'étais restée un peu plus derrière pour cueillir les fleurs. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce que je me rappelle, c'est que je n'entendais plus en fait les autres qui m'appelaient. C'est comme si j'étais éloignée d'eux. Et je vois qui apparaître devant moi. Je vois une femme. La femme là, elle était habillée en pagne. Elle avait les cheveux coupés. Elle avait genre une valise. Mais les valises à l'époque comme les valises en carton. Et elle était nu-pied. Et la dame en question,
elle s'était rapprochée de moi, elle m'a caressé la tête et elle m'a parlé en fait dans ma langue maternelle. Et elle m'a dit, moi je te veux comme enfant, tu es très belle, tu es comme une métisse. Effectivement, je suis très claire de peau, je suis comme une métisse et tout. Et elle m'a prise par la main. Donc, quand elle m'a attrapée par la main, j'ai senti, c'est comme si c'était la sensation de, j'avais touché le courant. Vous voyez, lorsque vous êtes nu-pied et vous touchez un fil nu, un fil électrique, donc vous voyez un peu la charge que vous recevez. Donc, lorsqu'elle m'avait attrapé par la main, c'est comme si elle m'avait hypnotisé et elle m'a tiré avec elle. Et au moment où elle m'a tiré avec elle, nous sommes passés devant, il y avait une petite ruelle, genre une impasse. C'est à ce moment que j'ai crié en fait. Donc j'ai crié en tirant mon bras, en disant à la dame, ma grand-mère m'a interdit de suivre en fait des inconnus. Et quand j'ai crié, il y avait trois messieurs qui venaient en fait, qui sortaient de cette impasse aussi. Et lorsqu'elle a entendu les pas de ces trois personnes-là, elle m'a lâché et elle a disparu. Et quand elle a disparu, je suis tombée. Et après, les trois messieurs-là sont venus me toucher pour me demander mais qu'est-ce que tu fais ici là? Mais où sont les autres et tout? Maintenant, parmi les trois, il y a un qui m'a reconnu, qui m'a dit oh, mais ça, c'est pas la nièce de Laïvo, ça dit que mon oncle et tout. Mais ça, c'est la nièce de Laïvo et tout. Ils sont allés appeler ma grand-mère. Et quand ma grand-mère est venue, elle m'a regardée. Je sais pas comment ce qu'elle avait su. Elle m'a regardée. Elle a parlé dans ma langue maternelle. Elle a dit mais c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je ne veux pas avoir des problèmes. Maintenant, elle s'adressait à l'eau. Moi, je ne veux pas avoir des problèmes. Moi, cet enfant-là, je suis allée la chercher auprès de sa mère. Elle avait 9 mois. C'est moi qui suis en train d'élever cet enfant-là. Tu ne peux pas faire des choses comme ça, là. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Et elle avait des sortes de colas, des trucs. Elle a jeté dans l'eau. Et c'est là où elle m'a prise. Elle m'a ramenée à la maison. Et je me rappelle les jours qui ont suivi. J'ai vu mes oncles arriver et quelques membres de la famille qui revenaient de notre village. Notre village se trouve sur l'axe de... en allant vers le Kabila, vers l'Angola. Donc, toute cette partie-là, c'est... Voilà, c'est... J'ai beaucoup de parents par là-bas. Et quand ils sont arrivés, ils ont pris la décision de me renvoyer chez ma mère. C'est comme ça que ma mère était venue me chercher. Et jusqu'à présent, je ne suis plus jamais repartie là-bas pour y vivre. Peut-être que pour passer des journées, mais repartir encore chez mes grands-parents et vivre et tout. Et c'est bien après qu'on m'a expliqué qu'en fait, c'était la sirène de cette rivière qui, depuis un moment, m'appréciait. Elle voulait me prendre, en fait, m'emmener dans son royaume sous l'eau pour qu'elle puisse m'élever et tout. Oh, ça m'a fait... J'ai dit, ah bon? Bah... Voilà, donc c'était un peu ça mon histoire. C'est du vécu. Donc en gros, tu es aussi une demi-sirène là où tu passais là? Non, je suis un être humain. Mais elle t'a élevé quand même une partie, elle a quand même dit qu'elle t'a élevé depuis ces 9 mois ou c'est combien de mois là? Non, en fait, c'est ma grand-mère qui m'a dit qu'elle était venue me chercher chez ma mère. Parce que ma mère, à l'époque, elle était étudiante. Elle m'a ramenée à Pointe-Noire pour aller me lever. Donc, cette sirène, elle n'avait pas le droit et tout de venir me prendre ou vouloir faire des choses. Après, elle a jeté la cola dans l'eau, elle a fait la cérémonie, elle a parlé dans ma langue maternelle. Et c'est comme ça qu'elle avait décidé, par une réunion de famille, que ma mère que ma mère revienne pour venir me chercher. Et depuis là, je suis plus jamais repartie. Et bon, même quand j'y vais, mais c'est pas pour dormir ou vivre dans la parcelle familiale ou dans le quartier. Non. Non, non. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Merci. Geno, Okay. tu as failli t'appeler Djengo, hein? Geno, merci. C'est un peu comme plusieurs personnes m'écrivent dans mon inbox, surtout après l'intervention de tonton Alex. Envoie le numéro, tonton Alex, envoie le numéro. Je ne peux malheureusement pas vous mettre en contact avec tonton Alex. Quand il monte en direct, oui, vous pouvez vous abonner à lui directement. Après, je ne suis pas responsable parce que tout le monde est libre de faire ses choix. Je ne suis pas en train de dire que tonton Alex est une mauvaise personne ou quoi que ce soit. Je suis en train de dire que moi, je me protège. Je n'ai pas envie d'être témoin de quelque chose. D'ailleurs, les docteurs qui font les chargés de l'opération là-bas, ils sont professionnels. Il arrive que parfois, il y a des morts. Mais comme eux, ils sont professionnels et ils ont fait leur travail, l'État ne les porte pas plainte, on ne les arrête pas et tout et tout. Mais moi,
Si j'arrive à mettre quelqu'un en contact, et même si le guérisseur avec qui je le mets en contact est vraiment prêt, mais qu'il arrive que cette personne-là meurt dans le processus, et qu'il y ait au moins une personne qui connaît qu'entre-temps, il est passé par DMG TV, je suis dans les problèmes. Où est mon certificat de... Je vais dire ça comment? J'ai quel diplôme de sorcellerie ou bien de docteur que je vais mettre les gens en contact maintenant pour les guérisons? Donc, je ne peux pas me mettre en danger. Peu importe le problème, tout ce que je peux faire, c'est poster. Il y aura des commentaires, il y aura des propositions. Vous choisirez vous-même vos solutions. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas guérisseur, je ne suis pas pasteur, je ne suis qu'un intermédiaire. Voilà. Merci beaucoup, on va continuer. User, bonsoir. Bonsoir DMG. Bonsoir tout le monde. J'ai une petite histoire à raconter que j'ai vécue. D'accord. J'avais une amie quand j'étais en Afrique, je suis ivoirienne. Et mon amie, elle avait des visions. Une camarade, moi je ne la croyais pas. Tout le temps, elle m'explique ces trucs, mais moi je ne croyais pas. Et là, je suis tombée, j'ai accouché ma fille le jour du baptême de ma fille. Je suis musulmane. Le jour où les beaux-parents sont venus raser les cheveux de les petites filles, les gens ont fini, ils sont partis. Et là, j'étais assise devant la porte, je regardais dehors. Il y a une dame qui est venue me dire bonjour. Elle m'a appelé par mon nom. Elle a dit bonjour, telle. J'ai répondu à son bonjour. Mais je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue. Elle me demande, j'ai appris que tu as accouché. J'ai dit oui. Elle dit, tu as fait quoi? J'ai dit, j'ai fait une fille. Elle dit, ah, mes félicitations. Ta fille s'appelle comment? J'ai dit le nom de l'enfant. Elle a fait des bénédictions. De la manière la femme était, on dirait une personne qui est folle. Elle n'est pas propre, elle est sale, mais ça me disait quelque chose. Après, j'ai dit bonjour avec elle, elle est partie. À peine la dame a donné d'eau, je suis sortie de la maison, j'ai regardé, je ne la voyais plus. J'ai eu peur. J'ai appelé ma grande soeur de la maison. Il dit, il y a une dame qui est venue me dire bonjour tout à l'heure, elle m'a salué. Et je sors de la maison. Déjà, je n'étais pas trop confiante. Je sors de la maison, je ne vois plus la dame. Elle me dit, toi, tu aimes trop les trucs, il faut laisser ça. Peut-être c'est une personne de ton chéri, là, c'est une personne de la famille de ton chéri qui est venue dire bonjour. Je dis, ah, peut-être. Et après, c'était à 10 heures comme ça. À 13 heures, ma camarade, elle vient. Elle me dit, salut, bonjour. J'ai dit bonjour. Elle aussi, on avait le même nom. Elle dit, ils ne sont pas venus te saluer aujourd'hui. Elle dit, mais oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus me dire bonjour, qui est venu saluer l'enfant. Elle dit, mais il y a une personne qui est venue te saluer spécialement. J'ai dit, qui? Elle dit, mais c'est mon amie. J'ai dit, quelle amie? J'ai dit, je n'ai pas vu d'amie ici. Après, elle me dit, il n'y a pas une femme. Les femmes, avant les femmes en Ango, elles faisaient les tresses. Chez nous, en Côte d'Ivoire, les filles en Ango. Elle a commencé à me parler de la dame. Elle dit, mais celle-là, tu la connais où? Celle-là, elle est bizarre, hein? Genre, quelqu'un qui est folle. Elle a pris produit, elle est bizarre. Elle dit, celle-là, si elle vient normalement, si tu la vois, tu vas fuir. Elle dit, ça, c'est qui? Elle dit, c'est une de mes génies. Il dit, DMG. Je suis tombée malade en même temps. Il dit, donc, c'est génie, tu as envoyé pour venir me dire bonjour. Elle dit, oui. Comme toujours, il te parle, tu ne crois pas. Il t'a envoyé une ordure. Depuis ce jour, il a commencé à détester ma camarade. C'était ma petite histoire que j'ai vécue. Et je laisse la parole aux autres. Ah. Merci beaucoup pour l'histoire, User. Merci. Bonsoir, DMG. Bonsoir, Stanislas. Hey. Stanislas, yes. Je viens pour raconter aussi une petite histoire brève qui s'est passée lorsqu'on était encore tout petit. On vivait avec ma maman et mes sœurs, voilà. Et ma grand-mère était dans la même ville que nous, mais dans un autre quartier. Et un matin,
On s'est réveillé. Il y a un monsieur qui est rentré dans notre cour. Il avait l'air perdu. Il cherchait vraiment ses repères. Donc, du coup, il y avait ma grand-mère. Elle était venue, parce qu'elle était venue très tôt le matin. Moi, on ne savait pas pourquoi on était tout petit. Elle est venue très tôt le matin. Elle était avec maman et les grands de l'autre côté. Nous, les enfants, étant de jouer de l'autre côté. Donc, le vieux en question vient vers nous et puis il nous demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner un verre d'eau? Bon, nous, tout bêtement, très tôt le matin, quelqu'un vient vers nous demander de l'eau. Ça ne nous a pas semblé bizarre. Donc, du coup, on va chercher de l'eau. La grand-mère nous voit comment on traverse la cour avec un gobelet d'eau. Elle dit, où est-ce que vous allez comme ça? On dit, il y a un monsieur là-bas qui veut qu'on lui donne un verre d'eau et tout. Elle dit, le monsieur il est où? Donc, ça commence à faire des problèmes. En fait, on était tout petit, on n'a pas su pourquoi la grand-mère et maman et tous les oncles qui étaient là s'étaient levés, allaient vers le monsieur. En tout cas, ça fait vraiment de bruit. Bon, nous, on était tout petits, on va dire, elle était à côté. Et après, qu'on nous explique, parce que dans la nuit, ma maman avait fait des mauvais rêves, ou je sais pas qu'est-ce qui s'était passé. En tout cas, elle avait appelé très tôt ma grand-mère parce que elle dit, il y avait quelqu'un qui l'avait visité. Et que chez nous, le matin, on ne donne pas de l'eau à quelqu'un parce qu'il se peut que la personne qui vient demander de l'eau le matin, en principe, la personne, dans la nuit, est passée vers vous, en fait, chez vous, mystiquement, et qu'elle s'est accrochée. Et que si vous lui donnez de l'eau, ça va libérer la personne. Donc, du coup, le remue-ménage qu'il y avait eu la nuit, c'est parce que maman avait senti qu'il y avait quelqu'un, un esprit bizarre, et le matin, l'esprit bizarre en question, donc le monsieur, était venu se rappeler, on va dire, se repérer par là où il s'était coincé la nuit. C'est après que nous on a compris, en fait, pourquoi il y avait eu de remue-ménage dans mes oncles. Et ma grand-mère attendait la personne là, qui s'était coincée la nuit dans ses voyages mystiques chez nous. Donc, la morale de l'histoire, c'est que chez nous, on ne donne pas de l'eau le matin à quelqu'un. Peu importe la personne qui vient te demander de l'eau le matin chez toi, ne donne pas. Il se peut que cette personne-là soit passée dans la nuit et s'est coincée chez toi. Bon, voilà. C'est la petite histoire. Bonne soirée. Merci beaucoup pour l'histoire. Et Boulot, voyez, il y avait une dame qui, les gars disaient qu'elle marchait avec un enfant mort, un bébé mort. Il pleurait derrière son dos. Que personne ne doit sortir. Il fallait voir comment on a accueilli on a arraché les arbres de persil collés sur la maison. Que la femme là, quand elle passait par toi, elle demande de l'eau à boire. C'est pas, on m'a dit qu'elle passait dans toutes les villes et dit que c'est encore qu'il y a des trucs ça. Tu vois comment la mère dit, entrez dans la maison, restez, ne fermez pas, priez. C'est quoi maintenant? Viens voir la gâterie. On dit que mettez l'arbre de fer. La mère, tu vois pour nous, non? C'est comme la forêt de l'arbre de fer seulement. Il a pris flop et dit, Micha, ça dit quoi? Bonsoir DMG. Bonsoir. Cette fois-ci, je vais vous raconter encore une histoire qui s'est passée tout dernièrement. C'est passé entre novembre et décembre. Donc, j'explique. Je t'avais raconté l'histoire avec le Sugar Daddy. Juste après ça, on peut dire que le vieux m'avait appelé. Genre, j'avais un Sugar Daddy qui m'aimait bien. Il m'avait appelé. Et il m'avait dit que j'ai raconté son histoire parce qu'il avait l'habitude de te suivre. Et moi, je lui ai dit que non, c'était pas moi. Et tout. Attends, il suit qui? Qui vous suit? Qui écoute votre histoire? Ton Sugar Daddy nous suit. Oui, bien sûr. Ton Sugar Daddy est abonné à la page, hein? Ouais, c'est ça qu'elle a. Donc, quand il me l'a dit, je lui ai pas dit que c'était vrai. Mais il m'a dit, il a reconnu ma photo de profil et tout. Bon, ce qui m'a fait un peu tiquer. Mais après ça, il m'a dit que il voulait qu'on se voit, qu'il voulait me parler et tout. Donc, ce jour-là, je me suis levée, j'ai pris 2 de mes copines et nous sommes allés le voir. C'est ici en Côte d'Ivoire, hein, bien sûr. Donc, nous sommes allés le voir, c'était à Makori, là-bas, zone 4. Et il m'a dit que vraiment, c'est parce qu'il m'aimait bien qu'il n'a pas voulu me faire du mal, que sinon qu'il pourrait me faire du mal, mais ce n'est plus dans sa main. Que maintenant, c'est dans la main de son patron. C'est lui qui va gérer cette affaire. Moi, je n'ai rien compris. Alors, je lui ai demandé, mais comment ça, ça n'est plus dans ta main, c'est quelqu'un d'autre qui va gérer. Et donc, il m'a dit, non, laisse. Je sais comment je vais faire, je vais t'aider, mais à toi de voir ce que tu vas faire. Et donc, j'ai commencé à paniquer. Je lui ai demandé pardon.
Il dit, ça n'est rien. Je dis, l'histoire que j'ai racontée là, je ne savais pas qu'il écoutait tes histoires. Donc, quand je lui ai demandé pardon et tout, mes copines aussi et tout. Il dit, non, lui, il n'y a pas de souci. Il ne veut pas me faire du mal parce qu'il m'aime bien, mais ça serait dans la main de son propriétaire. Quand il ne sait pas, en tout cas, il a parlé d'un monsieur là-bas. Donc, je lui ai dit, ok. Après ça, il nous a remis des sommes à chacun. Donc, nous, on est rentrés. Et depuis ce jour, je n'avais plus de ces nouvelles. Maintenant, au mois de décembre, un beau jour, je suis quittée au travail avec mes amis. Et je me portais très bien même, sans doute. Je me portais très bien. Donc, on marchait et un coup comme ça, je me suis évanouie au milieu de la route. Et on appelait à venir me chercher. Une ambulance est venue me prendre pour m'emmener au CHU directement. Et de là-bas, ils ont demandé à ce que je me repose jusqu'à le lendemain pour qu'on puisse voir ce que j'ai. Mais par les fouilles des médecins, on ne trouvait rien. Et on a continué jusqu'à ce que les soins, ils ont fait tout, en fait. Ils ont fait des radios et tout. Ils n'ont rien trouvé. Après ça, mes parents m'ont ramené à la maison. Encore jusqu'à une semaine, on a dû repartir encore à l'hôpital. Où je te raconte l'histoire, je suis assise à mon père. Donc, on est reparti encore à l'hôpital. Arrivé encore là-bas, ils ont dit que non, ils allaient m'opérer, que je ne sais pas, j'avais l'appendicite qui était cassée, qu'ils ne voyaient pas. Et puis, ce qu'ils ont trouvé un peu bizarre, c'est que ça avait pris quelque chose de déjà une semaine. Normalement, quelque chose qui ne fait pas 3 jours. Donc déjà, j'ai commencé à... C'est-à-dire, j'ai tiqué, j'avais un peu perdu la tête façon. Après l'opération, je suis restée là encore jusqu'à ce que on a dit que j'étais devenue folle. On peut dire que je suis devenue folle. Bon, moi, je suis musulmane, on ne croit pas trop... c'est pas de la discrimination, mais s'il vous plaît, sur les commentaires, doucement. Nous, on ne croit pas trop ce qui veut dire les chrétiens et tout. Donc, c'était devenu autre chose jusqu'à ce qu'on nous emmenait dans un coin, dans une grande église à Djamé pour aller prier pour moi et tout. Et le pasteur avait bien révélé que non, c'est parce que j'avais raconté quelque chose que je ne devais pas dire. Que ce que les yeux voient souvent, la bouche ne doit pas dire. Mais par les prières, Dieu merci, en tout cas, on peut dire que ça va. Et c'est en mois de février, là, le 20, que ça a fait 2 mois. Et on peut dire merci, en tout cas, Dieu, ça va. Après ça encore, j'ai eu le coup de fil du monsieur qui m'a dit que j'ai eu beaucoup de chance parce que lui, il m'a aidé. Sinon, c'est pas par les prières du pasteur. Que c'est pas par les prières du pasteur. Que sinon, c'est lui qui m'a aidé. Que donc, moi, c'est lui que je dois remercier. Donc, c'est comme si spirituellement, il m'avait pris comme sa femme et tout. Et voilà quoi. Donc, bon, je dis merci à Dieu. Arrête-moi si je me trompe, c'est toi qui es monté la dernière fois pour dire que tu as un sugar daddy à qui tu as exposé un problème de location et que il a l'habitude de te donner l'argent, après tu as posé ton problème de location et puis il a dit qu'il faut que tu viennes absolument prendre ça dans son bureau. Voilà. Et qu'il n'a pas voulu te donner ça par virement, par Momo, par transaction téléphonique, rien. Non. Il a voulu il tenait à ce que tu viennes prendre ça toi-même. Non. Je t'avais expliqué que mon sugar daddy n'avait pas de pied, au fait. Il n'avait pas de... Il t'a dit qu'il n'avait pas de pied, ce que j'ai trouvé bizarre. Et ce jour-là, quand je te racontais ça, je tremblais, je n'arrivais pas à parler. Et puis, je m'as dit que non, ça, vraiment, c'est parce que ça m'est arrivé. Parce que j'avais vu qu'il n'avait pas de pied, au fait. Ok. Mais toi, depuis là, pourquoi tu continues avec les sugar daddy? Tu ne peux pas avoir un mari, un fiancé? Non. En fait, pour l'instant, je continue toujours l'université. Je n'ai rien à faire maintenant avec les sugar daddy. Je suis tranquillement dans mon coin. Mais il m'avait appelé et puis il m'avait expliqué que non, je devais venir parce que moi, j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Que souvent, les yeux voient, mais la bouche ne dit pas. Et c'est ce qu'il m'avait dit. Voilà. Ok. Bon, on peut dire ça va. Mais j'espère que tu n'es vraiment pas dans ça encore, n'est-ce pas?
Non, sérieusement, je suis pas dedans. Depuis le mois de décembre, je suis à la maison, mais et puis c'est là même que j'ai eu cette maladie bizarre qu'on ne trouvait pas le nom. Voilà, c'est ça. Dans tous les cas, comme tu as dit que ton sugar daddy, il suit la page, il viendra aussi de sa part de version, on va suivre la vérité. Comme tu as pris En une tout cas, TikTok on là, est comme on là attend. d'écoute. Ok. Ok, merci. Dans les commentaires, merci pour l'histoire. Alors, je vais raconter mon histoire que j'ai vécue personnellement. Je vais appeler ça la vallée de la mort parce que moi, je suis passée de l'autre côté. Donc, j'étais enceinte. J'ai eu une grossesse de jumeaux, une grossesse jumellaire. Donc, tranquillement, j'étais tranquille. J'avais pas vraiment de malaise. J'avais pas de bobo. J'étais tranquille avec ma grossesse. Donc, un matin, vers 5 heures, j'ai commencé à avoir mal. Et je suis allée à l'hôpital avec mes voisins parce que mon ami n'était pas là. Et quand j'arrive à l'hôpital, vers 6 heures, on me dit non, tu peux pas encore accoucher, c'est pas encore bon. Il faut retenir la maison. Je dis, avec tout le sang que je perds déjà là, mais depuis 5 heures, je suis retenue à la maison et ils m'ont prescrit un peu les spafons et tout ça. J'ai dit, bon, je suis retournée. Puis, 9 heures, je suis revenue à l'hôpital, ça n'allait pas. Oh non, c'est pas encore bon, on me renvoie à la maison. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que j'appelle une de mes soeurs aussi qui est enceinte. Elle a commencé à prier, on a commencé à prier, mais j'avais mal. C'est comme ça que on m'a dit j'ai commencé à avoir mal le dimanche soir. Donc on va dire lundi, mardi, mercredi, je repars à l'hôpital. Donc on me met maintenant en salle d'accouchement. Je suis là, je commence à prier, je pleure, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les autres viennent, elles s'accouchent, Seigneur, jeudi arrive, j'ai rien. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je commence à prier, pleurer. Vendredi arrive, je dis non là, opérez-moi, moi-même je demande l'opération. C'est comme ça que les sages-femmes la crient, on ne demande pas ça, la fille qui est sortie du bloc, elle est morte et tout ça. Hein? Comment tu vas demander? Je dis là, je n'en peux plus, maman, je suis fatiguée. Et comme Dieu fait bien les choses, le gynécologue qui me suivait était passé dans les parages comme ça. Il vient, il me touche le dit. Mais si c'est comme je dis, docteur, sauvez-moi, je n'en peux plus. Il ressort, il va chercher encore 2 médecins. Ils reviennent sur moi. Il touche le ventre, il repart encore, il revient avec 2 femmes, donc 5 médecins sur moi. Ok, mais j'essaye de pousser. On va faire l'échographie. Les enfants sont bien. On revient pour que je pousse. Les enfants ont changé de position. C'est comme ça que ils ont décidé vers 17 heures de m'opérer. Donc on me rase et tout. On me rase, on demande à mes parents de signer les papiers, tout ça. Donc je rentre au bloc. Je rentre au bloc pour dire Seigneur, sauve-moi, aide-moi, Seigneur, pardon. C'est comme ça que on me met l'anesthésie et on m'enlève le garçon, parce que c'était une fille et un garçon. On m'enlève le garçon, on me montre le bébé. Après, tout d'un coup, j'entends les médecins crier, mais je ne sais pas ce qui se passe. Ma tension est à 4. Je dis Seigneur. Les médecins crient, enlevez vite, l'organier, il faut enlever. Mais moi, je vois noir. J'ai les yeux ouverts, mais je vois noir et je m'affaiblis. Petit à petit, je m'affaiblis. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et je prie. Donc, boum, je tombe dans le coma là. Donc, je ne sais plus ce qui s'est passé, mais je sais que quand j'étais dans le coma là, on était en train de marcher. Il y avait les gens, il y avait beaucoup de gens. Les vieux, les enfants, il y avait un monde. Et on était dans un tunnel. Et dans le tunnel, il y avait la lumière, une grande lumière au bout du tunnel. Donc, on marchait pour aller à cette lumière-là. Et on marchait. Et donc, moi, c'est-à-dire, j'étais comme si j'étais dans le subconscient et j'étais un peu parce que j'entendais les voix qui disaient que faites vite, enlevez, emmenez la réanimation, faites vite.
Donc, les médecins paniquaient. J'écoutais la voix là, loin. Mais je voyais comment j'étais en train de marcher pour aller à la lumière. Et je me suis dit, Seigneur, c'est comme ça que je marche. Je dis, ah mon Dieu, j'ai soif. C'est comme ça que il y avait un vieux qui marchait à côté de moi. Il me dit, ah moi aussi j'ai soif. C'est comme ça qu'il me dit, bon ok, allons, je vais te donner l'eau. On va boire de l'eau. C'est comme ça qu'on dévie. On est allé sur une autre route dans le tunnel. C'est comme ça qu'il a bu l'eau et il m'a donné. C'est comme ça que je me suis réveillée. Et quand je me réveille, je suis en réanimation. J'avais déjà fait 4 jours. Quand j'ouvre les yeux, je regarde les tuyaux, je suis Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Je commence, oh mes enfants sont, oh, docteur s'est réveillé, ouais, s'est réveillé. Je dis Seigneur. Ça, c'est ce que moi j'ai vécu. Donc, c'était ça mon histoire. Pour dire que il faut toujours prier. En toute situation, il faut toujours prier. Tout remettre à Dieu. Merci, c'était mon histoire. D'accord. Merci beaucoup, merci pour l'histoire. De rien. Bonsoir, DMG. Bonsoir. L'histoire que je vais vous raconter là, c'est l'histoire d'un policier qui était très méchant, impoli et puis frivole. Donc, il était en fonction dans une ville, tandis qu'il avait sa famille à Abidjan. Dans cette ville-là, il était reconnu pour quelqu'un de très méchant. On l'avait surnommé même chien méchant. Donc, une fois, il y avait un car qui passait et puis lui, il était au bord de la route. Il était chargé de contrôler les cars, là, contrôler les pièces des passagers. Donc, il est monté dans le car. En contrôlant les pièces, tout le monde avait la pièce sauf un vieux. Il a dit au vieux, là, donne-moi tes pièces. Le vieux dit, mon fils, pardon, on m'a agressé il n'y a pas longtemps, il n'y a pas de pièces. Pourquoi vous aimez mentir comme ça même? Chaque fois, vous mentez sur les voleurs. Pourquoi vous faites ça même? Il dit, mon fils, pardon. Il dit, d'ailleurs, il faut te lever. Il dit, j'ai mal au pied, mon fils, il ne peut pas me lever. Lève-toi, c'est que Dieu n'entend pas. Lève-toi. Le vieux s'est levé. Le vieux même peinait à s'arrêter sur ses jambes. Les gens du car ont commencé à demander pardon. Eh, mon fils, il faut laisser pardon. Eh, vous la taisez-vous. Il aime attirer l'attention des gens sur lui. Quand on le traite de méchant, là, il est fier de ça. Les gens ont demandé pardon, il les a agbés tous. Donc, il a dit au vieux, là, donne-moi ton sac. Il y a quoi dans ton sac, là? Le vieux a dit, mon fils, pardon que je vais à Abidjan. C'est mes échographies, je vais faire des échos. Il a tiré le vieux, là, avec le sac, là. Regardez dedans, il a jeté le sac, là, sur le vieux. Puis il a dit au vieux, tu as eu la chance que je suis de bonne humeur, hein? Sinon tu allais voir ce que j'allais te montrer. Le vieux l'a regardé. Le vieux dit, toi, tu as me chercher. Il dit, oh, on a tout entendu ça ici, au bord de la route, ici. Chaque fois, on nous dit, c'est ici, ça allait où? Le vieux n'a rien dit, il est descendu, le cas est parti. 15 minutes après, il a eu une forte envie d'uriner. Il rentre dans la broussaille là. Il urine pendant 1 heure du temps. Ça finit pas. Il est en train d'uriner. Il a arrêté. Donc son ami a vu que ça fait 3 heures après, encore après les 1 heure, ça fait 3 heures qu'il est parti. Il rentre dans la brousse pour aller le chercher. Il voit son collègue arrêté avec son kiki dans sa main. Ça finit pas. Il dit, mais Joe, il y a quel problème? Il dit, c'est ça, tu vois là, depuis il était laissé là-bas là, je suis encore ici. Il dit, mais ça, c'est quelle histoire, ça, là? Il a dit, bon, pardon, comme je suis fatigué de m'arrêter, envoie-moi une chaise, je veux m'asseoir. Quand ils ont envoyé la chaise, là, quand il s'est assis, c'est comme s'ils ont versé feu sur lui, il s'est levé en même temps, encore. Il a attrapé Kiki, encore, pipi, là, sort. Son collègue a commencé à crier, les gens sont venus, tous les gens avec qui il était mauvais dans les parages, les filles avec qui il est sorti, ils ont commencé à l'insulter. Ça t'a loupé. Aujourd'hui, là, tu vas mourir. Il n'a pas dit tu es mauvais, ça t'a loupé. Il a commencé à pleurer. Il dit, hé, pardonnez, cherchez le vieux. Le vieux a dit, le chercher. Il dit, ah, c'est vrai. Pardonnez, cherchez le vieux, là. Ils ont appelé. Heureusement, il avait reconnu la gare, le nom de l'entreprise du cas, là. Donc, ils ont appelé à la gare. Que pardonnez, il y a un vieux dans le cas, il est comme ça. Retenez-le, ne le laissez pas partir. Il n'a qu'à revenir ici. Qu'il y a un problème au corridor ici, il n'a qu'à revenir. Donc, c'est comme ça, ils ont ramené le vieux, là, lui seul, avec le chauffeur dans le cas. Donc, quand le vieux est descendu, il dit les policiers, ses collègues policiers, là, voulaient le, comment on appelle ça même? Voulaient le brutaliser. Le vieux lui a dit, si vous me brutalisez, là, je vais disparaître, puis il va mourir en même temps. Donc, c'est lui maintenant qui demandait pardon. Pardonnez, laissez-le pardonner. Donc, le vieux s'est approché de lui. Le vieux a craché dans son visage. Il s'est évanoui. Il s'est retrouvé 2 jours après. C'est sa femme qui lui a raconté.
que ce sont ses collègues qui l'ont envoyé ici. Il dit quand il est revenu en lui là, il a changé. Il respecte même les bébés. Il respecte tout le monde. Il a demandé à ce qu'on le mute. Puisque dans le coin où il était, on voulait le muter, mais il ne voulait pas parce qu'il gagnait de l'argent. Quand il n'a pas de pièces, il prend ton argent. Mais quand il est sorti de là, il a demandé à ce qu'on le mute. Ils l'ont muté, c'est comme ça il a changé. Donc c'est pour dire, faites l'effort d'être poli. Même si par hasard, chez vos parents là-bas, vous êtes impoli là, quand vous sortez là, restez tranquille. On ne sait pas qui est qui. Tu ne sais pas c'est quel génie de ta famille qui a sorti pour venir te faire du mal. Donc c'était ça mon histoire, DMG. Merci beaucoup pour l'histoire. Je vous en prie. Wizinette. Yeah. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? J'espère que ça va. Non, ça va. Bon, ce soir-là, je vais vous raconter l'histoire d'une... Bon, c'est pas une amie, une connaissance. Voilà. Donc, en fait, la fille, elle avait vécu des choses compliquées dans sa jeunesse, en fait. C'est le genre de personne... En fait, pour ceux qui sont au Gabon, là, il y a un moment, là, il y a une année, là, où il y avait un... Je peux appeler ça comment même? Je ne sais pas si c'est trafic de sperme ou machin. Un truc comme ça, en fait. Les gens prenaient le sperme pour aller travailler avec ça mystiquement, un truc comme ça. Donc, celles qui faisaient le plus ça, c'était les prostituées. Les gens qui avaient besoin de sperme faisaient recours aux prostituées pour leur apporter le sperme et tout. Donc, la fille, c'était une prostituée. Elle a travaillé longtemps dans le trafic de sperme et tout. Puis, un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a décidé de laisser ce côté-là et elle s'est plongée dans la prostitution. C'est en faisant la prostitution maintenant qu'elle a rencontré un autre monsieur qui était dans un cercle. Dans le cercle-là, on l'a initié, il fallait qu'elle vende son utérus et qu'elle emmène certaines autres filles qui devaient aussi vendre leur utérus. En tout cas, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'elle faisait à l'époque-là. Elle vendait les utérus. Mais on ne voit pas ça de manière physique, hein. Je ne sais pas si c'est mystique, un truc comme ça. Tu as ton utérus, mais genre, ça ne fonctionne plus. Tu ne peux plus porter d'enfants, etc. Donc, c'est comme ça qu'un soir, elle était dans un quartier populaire d'ici là et elle a fait la rencontre de l'homme de sa vie, selon elle. Quand elle fait la rencontre de l'homme de sa vie, c'était un homme sérieux et qui avait beaucoup d'argent. Et il était venu ici par rapport à un voyage d'affaires. Donc, quand il rencontre la fille, il était tellement gentil avec elle qu'il lui dit « Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé dans ta vie avant. Ce que je veux, c'est faire de toi ma femme, en fait. Je veux que tu deviennes ma femme. Je veux que tu laisses ce que tu faisais avant. Je ne veux pas savoir ce que tu faisais, mais je veux que tu deviennes ma femme. » Alors, la fille est d'accord parce que c'est une fille aussi qui sortait d'une famille très démunie. Le genre de maison où on ne mange pas 3 fois par jour, là. Mais avec ce qu'elle faisait, ça commençait à aller. Donc, le monsieur lui dit « Non, je ne veux pas. Je ne veux pas que tu continues à faire ce que tu faisais. Et je ne veux pas que tu m'expliques ce que tu faisais quand je t'ai rencontré là-bas parce que c'était clairement une ruelle de prostituées. » Elle dit d'accord, le monsieur lui donne de l'argent, elle fait des courses et tout. Jusqu'à le monsieur lui achète une maison. Comme à cette époque, il était venu ici juste pour un travail. C'était un voyage d'affaires en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur se met avec elle et il promet à la fille de revenir parce qu'il devait retourner dans son pays. Donc, quand il retourne, la fille reste ici. Ça va dans sa vie, en fait. Mais le problème, c'est que dans son passé, elle avait eu à vendre son utérus et elle ne pouvait plus faire d'enfant. Donc, quand le monsieur revient ici, qu'est-ce qui se passe? Le monsieur propose à la fille de l'épouser, ce qu'elle accepte, puisque le monsieur avait de l'argent et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand le monsieur l'épouse, ils font 1 an, 2 ans, 3 ans, ils n'ont pas d'enfant. Et la fille, le monsieur lui dit, mais je te donne tout ce que tu veux, tu fais des voyages, tu as des voitures et tout, mais pourquoi tu ne veux pas me donner d'enfants? Au début, elle dit au monsieur, oh non, mais pourquoi tu veux encore des enfants? Tu veux encore des enfants, pourquoi? Tu as déjà 4 enfants et moi, ça me va. C'est comme ça que le monsieur lui dit, non, moi je t'aime, je t'ai épousé, je veux faire un enfant avec toi. Mais elle savait déjà ce qu'elle avait fait dans son passé. Mais elle évitait de dire ça au monsieur. Alors le monsieur lui dit non, allons à l'hôpital et on va faire des examens pour voir s'il n'y a pas un truc qui ne va pas et tout.
Alors là, il se retrouve à l'hôpital. Quand il se retrouve à l'hôpital, de manière physique, tout va bien, l'utérus est là. Mais spirituellement, l'utérus n'existe plus parce qu'elle a déjà vendu. Donc, eux, ils rentrent à la maison, ils suivent un traitement et tout. Mais puisque le monsieur insiste, il devient même violent et tout. Mais pourquoi tu veux pas me donner d'enfant, machin? Est-ce que par là, tu me caches pas quelque chose? Elle dit non. On était déjà à l'hôpital, on a expliqué que patati patata, j'avais rien, donc arrête de m'embêter. Mais le monsieur devient violent, il coupe les vivres à la fille. Et sur le plan financier, ça ne va plus et tout. Donc, elle comprend que son mariage est en danger. Alors, elle fait un voyage au Bénin. Quand elle fait un voyage au Bénin, arrivé là-bas, le marabout, chez qui elle est partie, lui dit qu'effectivement, tu n'as plus l'utérus et tu sais que tu n'as plus l'utérus. Elle dit oui. Le marabout lui dit, de toutes les façons, tu vas finir par payer. C'est un karma que tu vas finir par payer. Elle dit oui, elle sait. Alors, le marabout lui dit quand elle va rentrer, il va lui donner 3 choses à faire qu'elle devra choisir. Non, il lui a donné en fait des conditions. Chaque 15 heures, elle devait aller dans un marché, se mettre nue, faire des crises, genre comme des crises de folie au milieu des gens, et faire tout pour toucher le sexe d'une petite fille. Genre une petite fille qui ne voit pas ses règles, quoi. Genre pour renouveler mystiquement son utérus. Vous voyez souvent dans les marchés, les gens viennent là, ils font comme s'ils étaient fous, ils dansent, machin. Ma mère me dit même souvent que c'est pour attirer la chance des gens. Mais bon, les gens aiment venir regarder et tout. Donc, quand elle devait rentrer, comme je disais, elle devait toucher le bas-ventre d'une petite fille pendant 3 jours. Et précisément toujours à 15 heures. C'est-à-dire à 14h30, elle démarre sa voiture, elle vient dans un marché. Elle observe bien l'endroit où il y aura plus de petites filles. Elle se met nue et elle fait des crises de folie. Et genre, comme si c'était rien, elle touche le bas-ventre de la petite fille. La première fois, ça s'est bien passé. Elle a fait sa crise de folie et elle a touché l'utérus elle a touché le bas-ventre de la petite fille. Elle a fait sa crise de folie. Après, elle est partie, elle est montée dans sa voiture, on ne l'a plus vue. La deuxième fois encore, elle est partie dans un autre marché. Elle a fait la même chose. Maintenant, la troisième fois, elle s'est levée le matin. Elle n'allait pas bien. Elle était fiévreuse et tout, ça n'allait pas. Même pour se lever, pour monter dans sa voiture, parce que chez elle, elle avait des domestiques et tout, mais elle ne pouvait pas expliquer aux domestiques. Bon, tu ne peux pas quand même expliquer à quelqu'un comme ça, qu'accompagne-moi au marché, je vais me mettre nue. Tu m'attends quelques instants, je me mets nue et je vais danser ou bien je vais faire quelque chose. Ensuite, je reviens monter. Elle n'avait pas envie d'expliquer ça à ses domestiques. Donc, elle était très fiévreuse et tout, mais elle a quand même eu la force de monter dans le taxi. Elle est montée dans le taxi et tout pour se diriger vers le marché en question. Quand elle arrive au marché, elle était tellement faible qu'elle s'était évanouie dans le taxi. Alors, qu'est-ce que le taximan fait? Le taximan l'a conduit à l'hôpital. Ce qu'il ne fallait pas faire. Et dans le taxi, elle est en train de crier. Aidez-moi, aidez-moi, le monsieur veut me kidnapper. C'est comme ça que les gens, en fait, ont couru pour venir voir. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Non, il veut me kidnapper, aidez-moi, emmenez-moi au marché. C'est comme ça que les gens se posent la question. Mais la dame, elle a la fièvre. Pourquoi elle ne veut pas qu'on l'emmène à l'hôpital, mais plutôt au marché? Non, emmenez-moi au marché. C'est au marché que je vais trouver la guérison. Les messieurs qui étaient là l'ont remis dans le taxi, on l'a attrapé. On l'a emmené jusqu'à l'hôpital. Et l'heure du sacrifice arrivait, en fait, je peux dire ça comme ça. L'heure du sacrifice arrivait. Alors, elle est partie à l'hôpital. Quand elle arrive à l'hôpital, on lui pose la question. Elle ne fait que crier et pleurer. Elle crie, elle pleure, elle crie, elle pleure. Les gens demandaient que, mais madame, qu'est-ce qui va pas et tout? Elle disait aux infirmières, mais vous m'avez tué. Et qu'est-ce qui se passe? Elle dit que quand elle est en train de crier, elle voyait carrément le marabout devant elle avec la tête d'une chèvre qu'on venait de tuer en fait. Et c'est comme ça qu'elle est devenue folle. Quand elle est devenue folle, à l'hôpital, on a dit non, on ne pouvait pas la garder, on attendait juste sa famille et tout. Quand son mari est arrivé, on a expliqué à son mari qu'elle était devenue folle.
et on l'a emmené à la clinique. Ah, bon, pas à la clinique. Pour ceux qui sont au Gabon, ils savent où on garde les fous ici. Donc, on l'a emmené là-bas. Et de là-bas, on s'est rendu compte en fait qu'elle n'était pas folle, mais il y avait un truc qui n'avait pas marché. Alors, un jour, elle a fui de là-bas et c'est comme ça qu'elle dormait maintenant à l'église. Tous les jours, quand tu viens à l'église, elle balayait l'église. Elle s'occupait maintenant de balayer l'église, faire le ménage et tout. Mais elle racontait à qui voulait l'entendre, voilà, à Mélène. Elle racontait à qui voulait l'entendre son histoire en fait. Elle racontait à qui voulait l'entendre son histoire. Et elle parlait beaucoup de karma à chaque fois. Que le karma, c'est quelque chose qu'on finit par payer. Le karma, c'est quelque chose qu'on finit par payer. En fait, c'est ça, quoi. C'est l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui. Merci pour l'histoire. D'accord. Bye. Dans les commentaires. Dans les commentaires.